l'ISF. On reste au contact de ce monde immobilier, mais pour un nouveau rendez-vous qu'on va vous proposer chaque mois avec Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour le Crédit Foncier. Et régulièrement, vous allez venir nous voir et puis on va se pencher, ouvrir notre grand livre de l'histoire de l'immobilier, du bâtiment, de tout ça. Et puis on va essayer de voir quelques figures qui ont marqué l'histoire de ce monde-là. On commence ce matin par un nom que tout le monde connaît, parce qu'il y en aura peut-être quelques-uns que le grand public connaît moins, mais là c'est Haussmann. Non, je vois pas, moi. Je... pas bon, elle habite trop à l'est de Paris. D'abord, un petit rappel justement sur qui est Haussmann, son parcours. Alors avant d'entrer dans l'œuvre fantastique du baron Haussmann, peut-être effectivement quelques mots sur sa vie. Le baron Haussmann, c'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire bâtisseur. Il est né au début du 19e siècle, en 1809. Et après des études de droit, il va rentrer assez rapidement dans l'administration préfectorale à l'âge de 22 ans. Donc il va multiplier ses postes, non pas à Paris dans un premier temps, mais en province. Il va être nommé préfet à Draguignan, puis dans Lyon, puis dans la Gironde. Et puis en 1853, c'est la consécration. L'empereur, Napoléon III, nomme le baron Haussmann préfet de la Seine, un poste qu'il va occuper pendant 17 ans, un record de longévité, un poste qu'il va occuper jusqu'en janvier 1870. On est donc 8 à 9 mois avant Sedan, donc avant la chute du Second Empire. Et puis après, le baron Haussmann va quitter la sphère publique. On le verra réapparaître pendant 4 ans, de 1877 à 1881, comme député bonapartiste. Et puis après, il va se consacrer à ses mémoires, des mémoires qui sont importants pour l'histoire de l'urbanisme. Et puis il va s'éteindre en 1891 à l'âge de 81 ans dans une relative indifférence à l'époque. Pour illustration, lorsque le Palais Garnier, l'Opéra Garnier, pardon, a été inauguré en 1875 par le président MacMahon, eh bien le baron Haussmann était pourtant un des hommes à l'origine de l'Opéra Garnier. Et bien pourtant cette inauguration se fera sans le baron Haussmann. Non, c'est pas vrai. Même pas invité? Non. Chiant. Bon, pourquoi est-ce que Napoléon III décide en 1853 de confier finalement au baron Haussmann la mission d'assainir et d'embellir Paris? La mission que va confier Napoléon III au baron Haussmann, en fait, elle s'inscrit dans un double contexte. La première raison, c'est l'état de Paris en ce milieu du 19e siècle, un Paris qui est un caractère relativement insalubre, des rues étroites, des rues sombres, des rues où il ne fait pas forcément bon vivre, insalubres, des épidémies de choléra particulièrement meurtrières sur la première moitié du 19e siècle, en 1832 puis 1849, une mortalité infantile malheureusement assez nombreuse, et donc un Paris insalubre qui a peu évolué depuis le Moyen-Âge, et donc la nécessité de réhabiliter Paris. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on se souvient que à l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte, donc futur empereur Napoléon III, donc va connaître plusieurs périodes d'exil, et notamment lors de sa dernière période d'exil en Angleterre entre 1846 et 1848, eh bien Napoléon III va être émerveillé par la ville de Londres, notamment ses quartiers ouest, des quartiers qui ont été entièrement remodelés, qui correspondent à des aspirations aussi d'hygiène assez fortes, une ville qui a été transformée à la suite d'un grave incendie au XVIIe siècle, et donc tout naturellement, Louis-Napoléon Bonaparte va revenir en France, aspirer, il le deviendra donc à diriger le pays en tant que président de la République puis empereur, et donc de faire de Paris une belle ville à l'égal de Londres. Et les grandes réalisations d'Haussmann? Alors, les grandes réalisations d'Haussmann, peut-être d'abord il faut souligner, c'est assez remarquable, c'est que le baron Haussmann, il s'est intéressé à l'ensemble de Paris. Il ne s'agissait pas de réhabiliter tel ou tel quartier, mais d'avoir une vision... tourner autour d'un palais impérial. Exactement, d'avoir une vision globale de Paris. Alors c'est l'historien Patrice de Montcamp qui résume l'œuvre du baron Haussmann, s'il fallait la résumer, sous forme de 3 formules. Aérer Paris, unifier Paris et embellir Paris. Alors aérer Paris, je l'indiquais tout à l'heure, en raison du caractère insalubre, il s'agissait de faire rentrer de l'air, de l'eau. Et donc à cette fin, on va créer des réseaux d'égouts, 600 km de réseaux d'égouts. On va créer des réseaux d'adduction d'eau. On va créer des parcs arborés. Songez que dans les 80 quartiers de Paris de l'époque, on va créer un square, on va créer les Buttes-Chaumont, on va créer le parc Montsouris, on va rénover le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Donc ça, c'est aérer Paris. Ensuite, on a unifié Paris. Et unifier Paris, eh bien, il s'agit d'encourager la circulation des hommes et des marchandises, notamment à une finalité économique. On connaît la période de prospérité du Second Empire. Et donc, à cette fin, on va procéder à des destructions massives de quartiers. On va détruire 18 000 maisons, tracer des grandes avenues rectilignes qui vont former cette grande croisée qui va jusqu'à l'est de Paris. Jusqu'à chez moi, oui. Jusqu'à chez Marie-Cœur de Roy. Et qui va donc partir de l'Observatoire avec le boulevard Saint
Saint-Michel, boulevard Sébastopol jusqu'à la gare de l'Est, et puis qui va croiser la rue de Rivoli que l'on a prolongée pour l'occasion. En fait, l'ensemble de Paris va être modifié de l'Est, de la gare, de la place du Trône qui sera rebaptisée en 1880 place de la Nation jusqu'à l'Étoile. On va aussi refaire l'Étoile du sud à l'Est. On va créer des casernes, on va créer des hôpitaux. Tout à l'heure, je parlais de théâtre, donc on va créer l'Opéra, le Châtelet. Et donc, on va unifier Paris à la fois par des monuments et par des grands axes de circulation. Aérer Paris, unifier Paris, mais aussi embellir Paris. Donc embellir Paris, ça consiste à mettre en valeur les monuments existants, l'Hôtel de Ville, Notre-Dame, on va refaire la place de l'Étoile. Et puis, c'est aussi et surtout donc ce fameux style haussmannien. Donc le baron Haussmann va édicter des normes très précises en matière de construction, et ce qui fait aujourd'hui la beauté de Paris. Alors, pour résumer, en fait, 60%, on estime qu'à peu près 60% de Paris a été rénové pendant ces 17 ans de règne de baron Haussmann. Et sachant que après Haussmann, un certain nombre de décrets, par exemple le dernier décret d'application des travaux de baron Haussmann est tombé en 1913. Donc son œuvre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'œuvre de cet homme que l'on inscrit dans le Second Empire est encore prégnante et valable aujourd'hui à Paris. Alors c'est une œuvre qui est éminemment prégnante et valable. C'est une œuvre évidemment tout le monde nous envie Paris. Donc c'est ce Paris haussmannien, eh bien effectivement on le doit au baron Haussmann. Cette organisation, ces avenues, on les doit au baron Haussmann. On doit également notre structure administrative. Songez qu'avant 1860, Paris en fait était regroupé autour de 12 arrondissements centraux. C'était 3300 hectares, c'était 400 000 habitants. Et en 1860, le baron Haussmann va donc décider d'annexer tout ou partie des communes limitrophes de Paris, donc au sein de l'enceinte de Thiers, qui est aujourd'hui le boulevard périphérique. Et ce qui aujourd'hui pour nous sont des quartiers de Paris, les communes de Grenelle, de Vaugirard, de Passy, de Montmartre, d'Auteuil, etc., de Bercy, donc autour de Paris, eh bien vont devenir de nouveaux arrondissements. Et donc on va tout simplement multiplier par 4 la population de Paris. Et puis si on revient aujourd'hui, eh bien n'importe quel agent immobilier vous dira que bien évidemment les immeubles haussmanniens, ces beaux immeubles de 6 étages avec une profondeur moyenne allant de 7 à 13 mètres, donc qui permet des appartements traversants, eh bien évidemment ce sont des appartements aujourd'hui et des immeubles qui sont extrêmement recherchés. Bon, ça on a dit beaucoup de choses très positives. Et on va quand même pas se cacher à notre petit doigt. Parfois, ou sur certains aspects, l'œuvre d'Haussmann a été un peu décriée. Alors parfois, l'œuvre d'Haussmann a été décriée. Alors, elle a été décriée parce que d'abord, elle est liée également aussi aux critiques qui ont pu avoir lieu liées au Second Empire. Et notamment, il y a eu des critiques qui étaient associées à son coût. On se souvient par exemple d'un pamphlet rédigé par un célèbre ministre de la Troisième République, Jules Ferry, donc qui intitulait son pamphlet les travaux fantastiques d'Haussmann, les contes fantastiques d'Haussmann, en référence évidemment aux contes fantastiques d'Hoffmann, et qui contestait les prix indiqués. Alors effectivement, ces travaux ont coûté cher, mais font le Paris que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, si on devait essayer de synthétiser tout ce qu'on vient de se dire et de garder une leçon, un enseignement, quelque chose de ce baron Haussmann, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, je retiendrai 2 éléments. Le premier, c'est évidemment la stature de ce haut fonctionnaire qui a consacré sa mission à la rénovation de Paris. Songez par exemple que dans les 18 000 maisons qui ont été détruites, eh bien figure également la propre maison du baron Haussmann, celle où il est né. Donc il s'est également appliqué ses travaux. Ça, c'est le premier élément. Il n'a pas profité de sa situation. Il n'a pas profité de cette situation. D'ailleurs, il ne s'est pas enrichi. Et puis évidemment, c'est la vision de ce grand urbanisme, sa pugnacité, qui l'a amené donc à conduire pendant 17 ans ses travaux. Au cours du Second Empire, Napoléon III à 3 reprises va lui proposer de devenir ministre à des postes prestigieux, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, puis ministre des Travaux publics. Et à chaque fois, le baron Haussmann va décliner pour réaliser son œuvre. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on doit le Paris. Alors le Paris d'aujourd'hui. Alors peut-être pour terminer, j'avais noté les propos lors de son discours d'intronisation face à l'empereur, donc en 1853. Et le baron Haussmann, à l'époque, promettait à Napoléon III: la capitale de l'Empire sera la capitale du monde.
et la Rome d'Auguste n'aura pas eu de splendeur comparable au Paris de Napoléon III. Aujourd'hui, 150 ans après, on peut attester de l'œuvre du baron Haussmann. On va encore nous accuser de faire du parisianisme, c'est pas bien ça, Nicolas. Oui, mais le baron Haussmann, l'œuvre du baron Haussmann, évidemment, on a énormément de villes de province qui se sont inspirées des principes architecturaux. C'est ça, et du coup, Haussmann, on ne le trouve qu'à Paris, ou aujourd'hui, effectivement, on trouve quand même beaucoup d'inspiration haussmannienne. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'inspiration haussmannienne dans les grandes capitales régionales. C'est le cas de Rouen, c'est le cas de Montpellier, c'est par exemple le cas aussi de Marseille, qui était profondément marqué par cette inspiration haussmannienne. Donc oui, le baron Haussmann, pour ouvrir cette série des figures de l'histoire de l'immobilier, est un grand homme de l'histoire de l'immobilier. Nicolas Pécourt et le Crédit Foncier. Merci beaucoup pour ce regard historique que l'on poursuivra régulièrement dans l'intégrale Placement, bien évidemment. Merci Marie, on se retrouve demain. À demain.